Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle balade dans l'histoire de notre ville, votre nouveau rendez-vous sur Radio aux Ondes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir un pan de l'histoire de notre ville et de son pays, et attaquons-nous, de manière pacifique bien sûr, au monument le plus connu de Châtellerault, le pont Henri IV. Vous pensez tout connaître sur lui? Eh bien, détrompez-vous. Allez, prêt à embarquer avec moi pour cette nouvelle balade dans l'histoire. Ah, le pont Henri IV. Il est sans nul doute le monument le plus réputé de la ville. Un vrai joyau de l'architecture Renaissance en France. Connu également sous les noms de Pont-Neuf, Grand Pont ou Pont-Sully, il enjambe la Vienne depuis plus de 400 ans et a vu défiler l'histoire de France. Et je vous propose, si vous le voulez bien, de remonter le temps en 1550. Châtellerault se trouve sur l'axe royal entre Paris et l'Espagne, et le franchissement de la Vienne a toujours été un véritable problème. À l'origine de la ville, un gué suffisait pour traverser, mais ce n'était pas pratique. Alors, un pont en bois fut construit, mais il fut bien entendu plusieurs fois emporté par les crues puissantes de la Vienne et même détruit par les Anglais de Duguesclin. L'ancêtre du pont Henri IV se trouvait dans la lignée de la rue des Moulins et de l'hôtel du Grand Monarque. Avec un peu d'imagination et surtout de l'observation, on peut encore l'apercevoir aujourd'hui. Et ce pont a une telle importance que François Ier a, selon la légende, abattu une forêt pour le construire, mais il fut emporté par une énième crue. Seule solution pour traverser, le bac passeur. Le pont de Châtellerault est tellement stratégique que le roi de France Henri II demande la reconstruction d'un pont, mais cette fois-ci en pierre et si possible bien solide. Mais le pauvre, il décéda en 1559. Heureusement, en 1564, une lettre patente de sa veuve Catherine de Médicis confirme la décision du roi. Un pont maçonné en pierre sera construit à Châtellerault. « 44 années de construction, 6 architectes se sont succédés dans ce chantier hors norme. Et fin 1564, 2 architectes parisiens sont d'abord choisis. Gatien Bel, l'entrepreneur des Tuileries, et Laurent Joguet, architecte de l'hôtel de Soissons. Ils remettent alors aux habitants un devis et un portrait du futur pont, fixant également l'emplacement de l'ouvrage et le nombre de piles. Pour les pierres, ils choisissent la carrière de Damaso, près de Bonneuil-Matour, pour sa pierre de Chauvigny, dure et incorruptible à l'humidité. C'est ainsi 2 à 3 000 quartiers de pierre qui vont emprunter la Vienne par bateau entre Bonneuil-Matour et le port de Châtellerault, où elles seront stockées. Des batards d'eau sont édifiés pour la construction des fondations, et tout se passe bien, finalement, pour le mieux, jusqu'à ce qu'un événement inattendu arrête les travaux en 1569. Et cet événement inattendu est la guerre des religions entre Coligny le protestant, qui prend la ville, et le duc d'Anjou, fervent catholique, qui l'assiège. La suite, vous la connaissez, ils font la guerre, et l'édit de Nantes est en partie écrit à Châtellerault. Bon, bref. Le chantier est stoppé pendant 5 longues années, laissant les pierres entassées sur le bord du port de Châtellerault et les batards d'eau à leur merci au milieu de la rivière. Le passage se fait encore par le bac passeur, une histoire décidément bien compliquée. En 1575, les travaux reprennent avec un nouvel architecte à la barre. Il s'agit de Robert Blondin, qui construit les piles et le tablier jusqu'à sa mort, en 1594. À ce moment-là, le pont a bien avancé, il ne reste que 4 piles à construire côté Châteauneuf. Et on fait appel au célèbre Charles Androuet du Cerceau, qui prend alors le flambeau, apportant au pont son élégance que l'on connaît de la Renaissance. En 1596, notre bonne ville de Châtellerault a l'honneur de recevoir la visite du bon roi Henri IV qui va inspecter les travaux. Et d'ailleurs, je ne vous apprends rien en vous disant que la Vienne est une rivière colérique avec ses crues dévastatrices. Encore aujourd'hui, elle reste impressionnante. Et le 5 janvier 1599, une crue emporte une arche du pont. Plus de peur que de mal, seule une brèche de 16 mètres éventre le chantier. Des tréteaux en bois sont édifiés pour le solidifier dans les semaines suivantes, et les travaux vont reprendre tant bien que mal. En 1602, 3 arches restent encore à construire. En 1606, le roi Henri IV revient une nouvelle fois dans notre bonne ville et propose une aumône pour reconstruire la chapelle des Minimes, alors bien abîmée par les protestants. Vous savez, c'est la chapelle du théâtre à côté de la mairie. Bon,
Quant au pont, certes, il n'est pas encore fini, mais sans nul doute, le roi doit être impressionné, fier par ce pont qui est l'un des plus longs et plus larges du royaume. Et c'est en 1609 que le pont est enfin ouvert, permettant à la voie royale de franchir enfin de manière pérenne la Vienne. Mesurant 144 mètres de long, 20 mètres de large, 8 piles de 4 mètres d'épaisseur soutenues par 9 arches de 9,85 m d'ouverture, voûtées en anse de panier. Elles permettent tout simplement le passage des bateaux se rendant à Poitiers et Chitteré. Eh bien oui, rappelez-vous, la navigation vers Poitiers est possible depuis peu. Mais il reste encore le Châtelet à édifier. Vous savez, ce fameux corps de logis de 23 mètres de long qui permet de relier les deux tours et surtout de fermer par une porte la ville fortifiée qu'est Châtellerault à l'époque. Des douves et un petit pont côté Châteauneuf avec son machicoulis rendent le pont impénétrable au cas où, au cas où les Anglais reviendraient par la ville. On ne sait jamais, après tout. Et enfin, un nom est donné à ce pont, ce sera le pont Sully. Il ne s'appellera Henri IV qu'à partir de la Seconde République. Et finalement, notre bon roi Henri IV n'aura jamais vu le pont fini. De la pierre au micro, les petites histoires racontent la grande histoire de Châtellerault sur Radio aux Ondes. Mes chers amis, vous êtes sur Radio aux Ondes et aujourd'hui nous nous baladons dans l'histoire du pont Henri IV de Châtellerault. Nous sommes en 1609, le pont vient juste d'être ouvert aux marchands et habitants de la ville. Imaginez, mes chers amis, fermez les yeux, vous êtes sur le quai du château. Le soleil qui s'adarte embrase de clarté les toits et les maisons, mêle ses diamants au sable du vieux pont aux massifs arcades. À la tour du vieux pont, une lampe s'allume. Vais-je voir le guetteur baissant le pont-levis au postier en retard, ou l'ombre de Sully errante dans la brume? Eh bien voilà un poème de Marie Vidot qui nous transporte directement dans le Châtellerault du XVIIe siècle. Le pont, avec son port animé par les mariniers, et côté Châteauneuf, les voituriers continuent leur chemin sur la grande voie royale reliant Paris à l'Espagne, avec au milieu les pèlerins de Saint-Jacques reconnaissables à leurs sandales et coquilles Saint-Jacques essayant de se faire un passage. Le faubourg Châteauneuf est noir de monde, avec les vendeuses de couteaux prêtes à accoster les passants. Et n'oublions pas les cabaretiers, les relais de poste et l'hôtel du Grand Monarque qui forment le décor de cette joyeuse scène. Les passants, les pèlerins, prêts à franchir le pont, sont arrêtés. Eh bien oui, ils sont arrêtés par quoi? Eh bien par le péage. Eh oui, cher ami, un péage, tout comme à l'île de Ré. Chaque personne traversant le pont doit payer son droit de passage à la maison du péager, construite sur le pont. La règle est simple, 1 denier pour un piéton, 2 s'il possède des marchandises, et ce, heureusement, une seule fois par jour. Bon, à cette époque, le pont est loin d'avoir la configuration d'aujourd'hui. Imaginez, côté ville, à l'entrée du pont, une bâtisse rectangulaire héberge l'habitat de l'imprimeur et du libraire de la ville, Quentin Maréchal depuis 1620, et jusqu'au XIXe siècle pour le reste de sa famille. N'oublions pas la tour Grenetière, bien sûr, et son grenier à sel. De l'autre côté de la route, une jolie bâtisse rectangulaire, avec ses 2 étages et son porche donnant sur les quais. Ce bel hôtel particulier a une place de choix et cache une magnifique cour antérieure avec en façade 2 arches et une façade sculptée et son petit jardin offrant bien entendu une vue splendide sur la Vienne et le pont. Prodigieux. Bien entendu, ces 2 bâtiments n'existent plus depuis le XIXe siècle, ils ont été détruits. Du côté de Châteauneuf, les tours et le Châtelet ferment le pont. Elles ont connu de multiples fonctions, occupées d'abord par la police municipale, elles deviennent prisons spéciales pour les gardes nationaux condamnés par conseil de discipline en 1870. Elles vont héberger ensuite les pompiers municipaux jusqu'en 1968, le musée archéologique dans les années 70-80 du Vieux-Poitiers. Bref, ce pont est une merveille de robustesse, mais il cache un cœur bien fragile. Retournons maintenant au XVIIIe siècle. Nous sommes en 1760, il y a déjà 150 ans que le pont est ouvert. Et celui-ci est dans un état bien lamentable. Les pierres tombent des voûtes, des fissures apparaissent un peu partout, le garde-corps est par endroits complètement effondré, laissant apparaître des plaies béantes. Bref, le pont est dangereux et le traverser de nuit relève de la question de vie ou de mort. En effet, déjà plusieurs passants sont tombés dans la Vienne et se sont noyés. Imaginez donc, en 10 ans,
on recense déjà 7 accidents mortels. Alors pour éviter ces mésaventures, 2 lanternes sont allumées uniquement les soirs où la lune ne brille pas. Bon, et 2 garde-fous en bois tenus par 56 poteaux de couleur rouge sont installés en attendant les travaux qui peinent à arriver. Il en est pourtant de la responsabilité de la ville, et surtout du seigneur du duché de Châtellerault, le marquis Pérus d'Écart, faire les réparations nécessaires, même si celle-ci semble guère inspirée par la tâche. Ah oui, de plus, saviez-vous que des personnes peu consciencieuses utilisaient le pont comme latrine? Imaginez donc les odeurs et les problèmes d'hygiène. Et je ne parle pas des accès du pont côté Châteauneuf, les petits pontons en bois sont dans un délabrement avancé et côté ville, la pente de plus de 5% en a tordu plus d'une cheville. Bon, vous l'avez compris, le pont est attaqué de toutes parts. Même s'il a été construit pour être solide, chaque crue et chaque débâcle fait craindre le pire. Bien sûr, à notre époque, il est difficile d'imaginer que le froid intense bloquait les mariniers pendant plusieurs semaines dans le port, à cause de la glace qui figeait la Vienne. La débâcle intervenait quand, à la fonte des glaces, des blocs de 70 à 80 cm d'épaisseur broyaient tout sur leur passage, brisant les bateaux en s'éclatant sur les piles du pont. L'échelle de crue, que le Châtelleraudais aime consulter lors de chaque montée des eaux, est là pour témoigner. 1698, 6,77 m. 1847, 6,02 m, entraînant la création de l'île Cognier suite aux dégâts qui ont arraché une partie de la rive droite. 1950, le niveau atteint 6,50 m. Et 2024, la crue du printemps nous a rappelé cette force considérable qu'a la Vienne. Et pour réparer le pont, le service des ponts et chaussées étudie le problème de près et préconise, en 1777, de supprimer le Châtelet à cause de sa porte bien trop étroite. Mais on craint que les tours ne s'effondrent. Il est d'ailleurs impossible d'imaginer le pont Henri IV sans ces 2 tours emblématiques, et l'on peut remercier d'ailleurs la ville qui les a rachetés pour 15 000 francs le 2 juillet 1823. Le pont Henri IV en a vu passer des choses. Bien sûr, la Révolution, lorsque les fleurs de lys et autres signes de l'Ancien Régime ont été enlevés et refondus, puis vendus aux plus offrants. Mais aussi la grande fête de la Fédération en 1790, où il est devenu le point culminant des festivités avec fanfares, feux d'artifice. D'ailleurs, chaque année, chaque 14 juillet, il devient la star de la ville lorsque les artistes de feu l'embrasent. N'oublions pas également le 2 septembre 1945, lorsque les Châtelleraudais se sont tout naturellement retrouvés sur le pont pour fêter la libération comme il se doit, avec un cortège historique, des fanfares, une illumination du pont et des feux d'artifice. Et je pense également au fameux jour de Vienne ou aux fêtes de l'île Cognier au XXe siècle avec le passage des chars et de la mise Châtellerault. C'est simple, il est de fête à chaque grand événement, comme le Tour de France, et même le passage de la flamme olympique en 2024. Et puis, il y a tous ces grands hommes qui l'ont traversé, à commencer par Napoléon, qui le traversa à 3 reprises en 1815, Napoléon III, le président Carnot, ou le président Sarkozy en 2009. Bref, le pont Henri IV, on l'aime pour le meilleur et pour le pire. Et le pire, je pense notamment lorsqu'il a été le théâtre de plusieurs événements qui auraient pu être dramatiques pour la ville. En 1940, lors de la débâcle, l'armée française voulait le faire sauter. Louis Ripaud, notre maire, le sauva. En 1944, lorsque le préfet M. Wilser persuada les autorités allemandes de ne pas faire exploser les 57 barriques de poudre avec l'aide du fameux commandant Bichat. Sans doute, vous êtes déjà arrêté devant les 2 plaques commémoratives et la croix des mariniers avec son encre en fonte, commémorant ces faits héroïques, témoins du riche passé de notre bon pont Henri IV. Bon, pas simple quand même de résumer 400 ans d'histoire en si peu de temps, mais j'espère que cette balade vous a passionné. Mais tout a une fin, et de la pierre de la renaissance du pont Henri IV au micro de Radio aux Ondes, il est temps pour moi de refermer cette parenthèse pour voir cette balade en images. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube. Merci à tous de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle balade dans l'histoire sur Radio aux Ondes. Allez, ciao les amis, à bientôt.